Il est 13h à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver en cette nouvelle semaine qui débute à la une de l'actualité. Il sera question dans ce journal de l'état d'avancement des travaux de recherche des 8 mineurs toujours coincés dans la mine de Perkoa. Les espoirs renaissent car relativement à la journée du 13 mai, une nette progression est observée. L'équipe de recherche a pu avancer de 15 mètres en 24 heures et il se pourrait que l'on soit donc plus qu'à 5 mètres à la verticale de la chambre de refuge. Les détails pour vous dans quelques instants. Zoom sur le laboratoire d'anatomie de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Joseph Kizerbo. Un laboratoire qui rencontre jusqu'à nos jours pas mal de difficultés et principalement celles liées au manque de cadavres humains afin de faciliter l'apprentissage des étudiants en médecine selon les explications du docteur Savadgo. Et puis, arrivé au Burkina Faso samedi dernier, le sélectionneur des étalons Hubert Velud a été accueilli par le président de la Fédération burkinabé de football. Une arrivée qui devrait faire suite à la signature de son contrat dans les jours à venir et avant les éliminatoires de la CAN 2023. Voilà pour les titres de ce 16 mai 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Nous démarrons ce journal avec l'état d'avancement des travaux de recherche des 8 mineurs piégés dans la mine de Perkoa à la date du samedi 14 mai 2022. Comme vous le constaterez dans quelques instants en images, nous assisterons à une immersion souterraine dans les profondeurs de la galerie. Tous à bord d'un véhicule pick-up, les hommes de la presse et le ministre en charge du travail et de la protection sociale à présent environ 3,6 km parcourus atteignent enfin la limite de l'eau au niveau 580. Comparativement à la journée du 13 mai, l'équipe de recherche a pu progresser de 15 mètres en 24 heures et n'en serait donc plus qu'à 5 mètres à la verticale de la chambre de refuge. Plus de précisions avec notre reporter sur place, Maxime Jean-Eudes Bambara. Samedi 14 mai, il est 10h sur le site de la mine de Perkoa et l'on se prépare pour la descente dans la galerie souterraine. C'est la deuxième incursion avec la presse après celle du vendredi 13 mai. Nous embarquons à bord d'un véhicule pick-up de la mine accompagné de quelques guides et du ministre en charge du travail et de la protection sociale. Quelques minutes plus tard, nous entamons la descente dans la galerie où 8 mineurs se retrouvent piégés depuis le 16 avril dernier à des centaines de mètres de profondeur. La lumière du jour fait place à l'obscurité. La progression est lente et spirale et se fait grâce aux phares des véhicules. À l'intérieur, des vrombissements des pompes et des engins lourds se font entendre, le tout mixé avec le bruit du système d'aération. Après environ 3,6 km parcourus, nous sommes à la limite de l'eau au niveau 580. Et le niveau 580 donc a une épaisseur de 30 mètres également comme les autres. Ça veut dire que quand on va finir le niveau 580, on passe directement au niveau 610. Or, la chambre sur laquelle nous portons tous nos espoirs, pratiquement, et les responsables de la mine nous ont indiqué, avec l'explication technique donnée, que la chambre est située non seulement sur le niveau 580, mais précisément à partir du 11e mètre. Et c'est ce 11e mètre qui a été de plus en plus libéré et on nous informe le matin que nous sommes pratiquement à 5 mètres des lieux de cette chambre. Comparativement à la journée du 13 mai, l'équipe de secouristes a pu progresser de 15 mètres en 24 heures. L'on ne serait donc plus qu'à 5 mètres à la verticale de la chambre de refuge où tous les espoirs sont portés. L'objectif est de plus en plus proche et en remontant au niveau 520, l'on croise une équipe de sapeurs-pompiers en mission de prospection. À tout moment, ils arrivent pour vérifier les parties qui ont été dégagées. C'est un exemple d'engagement. Le gouvernement vraiment les félicite, les encourage de poursuivre dans ce sens. L'intervention, si je peux m'y risquer de m'attarder, c'est plutôt dans des recherches très approfondies, dans la prospection en profondeur de la boue, dans l'espoir de retrouver ne serait-ce qu'un petit indice qui puisse nous mener à nos chers frères.
qui sont bloqués. Merci. C'est la course contre la montre et avec le matériel d'appoint importé du Ghana et de l'Afrique du Sud, le rythme de pompage de l'eau a considérablement accéléré. Un travail intense d'évacuation qui se fait avec plus d'une vingtaine de pompes, mais non sans difficulté. À la date du 14 mai, environ 45 millions de litres d'eau ont été pompés sur les 164 millions de litres qui avaient inondé la mine souterraine. Puis vous puisez, puis tout ce qui est secondaire là, ça revient au centre. Ça fait que la progression n'est pas beaucoup. Vous pouvez même puiser jusqu'à 5 millions de litres, mais la progression ne va même pas dépasser 1 mètre. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, quand ils vont puiser, regardez, la partie sur laquelle nous sommes là, ça a été remblayé. Les fragments de cailloux sur lesquels nous sommes ont été ramenés du dehors. Donc, quand on va puiser l'eau, on va constater qu'il y a de la boue. Cette boue-là a été ramassée par l'eau depuis loin pour amener. Il se trouve que ce n'est pas une petite boue. Il y a des endroits où la boue peut atteindre 1 mètre à 1,50 mètres. Difficile donc pour le gouvernement et pour les responsables de la mine de donner un délai auquel la chambre de refuge sera atteinte. Nous, le délai, c'est qu'à tout instant, on nous appelle dire qu'on a retrouvé les frères, que nous sommes en train de les évacuer. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, ça veut dire même quand on commence à dire, bon, ça peut être demain, ça peut être après-demain, c'est comme si l'instant que nous traversons là, on n'espère pas. Nous espérons que toute seconde qui passe, nous soyons dans les conditions de dire, voilà nos frères. Nous ne pouvons pas vous dire quand est-ce que nous atteignons la chambre, quand est-ce que nous allons atteindre la chambre de refuge, mais nous vous donnons l'assurance que nous travaillons à aller vers la chambre de refuge et nous mettons les bouchées doubles. Des chambres de refuge, il en existe 3 dans la mine souterraine. Celle-là, conçue pour recevoir 20 personnes, donne une idée de ce à quoi ressemble une chambre de refuge. Mais celle où sont supposés être les 8 mineurs a une capacité d'accueil de 26 personnes. À l'intérieur, des places assises, des bouteilles de gaz à oxygène, un climatiseur, un poste récepteur, un détecteur de gaz, des bonbons d'eau. Ici, pas de nourriture selon le technicien et c'est bien l'inquiétude. Une précision déterminante, d'autant plus qu'ils sont coincés dans ces eaux depuis maintenant 4 semaines. Voilà, on a des bouteilles de gaz d'oxygène. Donc, si celui-là ne fonctionne pas, on peut utiliser celui-là et suivre le guide là. Ainsi de suite. Et dès que vous rentrez, vous avez des bonbons d'eau. C'est seulement que l'eau, on n'a pas à manger dedans. C'est seulement que l'eau qu'on a à l'intérieur. Et de gros seaux au cas où on veut se libérer. Voilà. Et on a la radio aussi. La radio, normalement, s'il y a la connexion, il y a tout, on peut arriver à parler à les gens de dehors. Mais dans notre cas ici, on n'a plus de courant, plus de communication. Ça veut dire que nos réseaux, la descendance principale, tout ce donc tout cela, on n'arrive pas à communiquer avec ceux de la mine souterraine. On a le détecteur de gaz. Au cas où il y a des gaz, celui-là va commencer à donner des alarmes. Et quand ils vont rentrer dans les guides, on voit la procédure à suivre. Est-ce que c'est bien à entendre aujourd'hui qu'une chambre pourrait ne pas contenir de la nourriture? Oui, c'est ça. Mais ce qui nous reste, et ce à quoi on met l'accent aujourd'hui, c'est comment retrouver les 8 frères. Mais ça ne peut pas rester neutre comme ça. Il y a une commission d'enquête. Parce qu'eux-mêmes qui sont des techniciens qui nous accompagnent, la répression qui s'abat dans le milieu minier peut même amener un travailleur à avoir peur de nous donner un certain nombre d'informations. En attendant la mise en place de cette commission d'enquête, tous les efforts sont mobilisés à la recherche des 8 mineurs et le comité de gestion de la crise dont fait partie des représentants des familles des victimes suit de près l'évolution des travaux. Ce dimanche 15 mai, la quantité d'eau déjà pompée est estimée à 47 millions de litres et la distance avec la chambre de refuge est désormais estimée à 3,7 mètres verticalement. L'objectif n'étant plus loin, les différentes équipes de sauvetage, médecins, sapeurs-pompiers, psychologues, se renforcent en effectifs et un hélicoptère a été disponibilisé selon le ministre Bassolma Bazier pour parer à toute éventualité.
Voilà toutes nos forces et nos prières à l'endroit de ces 8 mineurs piégés dans cette mine. Et nous poursuivons ce journal avec le candidat malheureux à la présidentielle de 2020, Do Pascal Sessouma, qui était face à la presse ce 14 mai 2022. Le président de Vision Burkina Parti pacifiste s'inquiète de l'évolution de la situation sécuritaire depuis la prise du pouvoir par le MPSR. Ce dernier a soulevé plusieurs griefs contre des organes de par leur transition dans l'Assemblée législative de transition. Michael Tougri pour le reportage. Un peu plus de 3 mois après la prise du pouvoir par le MPSR, Do Pascal Sessouma passe à la loupe les faits et gestes des nouvelles autorités. Sur la question sécuritaire, le candidat à la dernière présidentielle au Burkina Faso n'est pas satisfait de la situation. Et s'il faut noter la gouvernance du président Damiba, Do Pascal Sessouma met la note de 4 sur 10. L'homme politique, à travers cette sortie médiatique, n'a pas manqué de soulever quelques griefs contre la composition de l'Assemblée législative de transition ALT. Ce n'est pas des députés, c'est des mandataires de la transition. Qu'on se le dise. Leur écharpe là, au lieu de la porter sur l'épaule droite, soit sur l'épaule gauche. Pour bien montrer que ce n'est pas la même chose. J'ai demandé à ce que des députés soient... Je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé que des candidats à la présidentielle de 2020 soient intégrés. Si jamais on ne peut pas supprimer, alors qu'ils réforment en permettant à ceux qui avaient des choses à dire en 2020 puissent continuer à le dire pour la gouvernance de ce pays. Damiba, il a combien de députés sous sa gouvernance? Lui-même, lui seul, il a beaucoup de membres. Il peut très bien intégrer les candidats qui le désirent. Pour Do Pascal Sessouma, à travers le front du refus et des égarements de la transition, il invite le président du Faso à se séparer du poste du Premier ministre et diriger le pays par ordonnance. Selon le président de Vision Burkina, parti pacifiste, le Burkina Faso, dans cette situation actuelle, n'a pas besoin de Premier ministre. La suppression du poste du Premier ministre, là, vous savez, gouverner par ordonnance, là, il n'y a rien de tel. Sankara l'a fait pendant combien d'années? Pas le Premier ministre. Mais ça allait vite et bien. Je rappelle que même en démocratie, ce n'est pas interdit. Le Bénin, là, il n'y a pas de poste du Premier ministre au Bénin. Il n'y en a pas au Ghana. Il n'y en a pas en Angola. Il n'y en a pas au Rwanda. Est-ce que ces pays-là sont mal gérés? Pas du tout. Mais c'est des pouvoirs présidentiels qui s'assument. Damiba a dit que je m'assumerai, alors qu'il commence par s'assumer et non pas nommer un Premier ministre qui sert de fusible. Si ça ne marche pas, on va dire que c'est lui, on va le sauter. Non, non, non. Qu'il s'assume. Il peut supprimer le poste du Premier ministre sans problème. Les gens ne lui en voudront pas. Vision Burkina, parti pacifiste, en termes de proposition, invite les nouvelles autorités à appliquer l'intégralité des recommandations de la commission technique chargée de l'élaboration de la charte de transition. Do Pascal Sessouma veut une transition de 18 mois avec les pleins pouvoirs au président du Faso. Et aussi une convocation d'un conseil présidentiel de paix et de sécurité réunissant le chef d'État et tous les candidats à la présidentielle de 2020. Le Conseil national de la jeunesse a tenu une conférence de presse ce samedi 14 mai 2022. Au menu de cette rencontre avec les hommes de médias, la lecture de la jeunesse sur la situation nationale ainsi que l'évolution sécuritaire de la transition dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le CNJ a eu au cours de cette sortie médiatique annoncé également sa prochaine présence sur le théâtre des opérations afin de soutenir les FDS et VDP. Un compte-rendu de Serge Caboret. Le Conseil national de la jeunesse CNJ a dépeint ce week-end la situation nationale marquée par la persistance des attaques terroristes, la flambée des prix des produits de première nécessité, ainsi que l'augmentation du prix des hydrocarbures. Sur la question de l'évolution du processus de transition amorcé par le Burkina Faso, le CNJ peint un tableau sombre de la gestion sécuritaire du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Malheureusement, nous constatons avec amertume que la situation et contexte sécuritaire du Burkina Faso n'est toujours pas rassurant après 100 jours de commandement et de gestion. Toutefois, si rien n'est fait pour changer les cours des choses, il y aura de fortes chances que la transition se trouve dans une impasse. La situation s'est davantage dégradée. Malgré la prise du pouvoir par les militaires, les attaques se poursuivent et s'intensifient. Plusieurs localités sont soumises au blocus
des groupes armés. Se fondant sur la cherté de la vie, la réduction du pouvoir d'achat des citoyens ainsi que la grogne estudiantine du fait de leurs conditions de vie et d'études, le CNJ dénonce la situation de la jeunesse et appelle les autorités de transition à changer le fusil d'épaule. Le CNJ, dans son rôle de veille citoyenne, d'alerte et de proposition d'action, appelle les autorités de la transition à prendre la mesure réelle de la situation nationale et à engager des actions courageuses pour rectifier la trajectoire de la transition. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité du pouvoir public. Nous sommes conscients des efforts consentis par le gouvernement pour répondre aux exigences du moment. Nonobstant, les solutions jusqu'à là proposées n'ont pas atteint les résultats escomptés. Tout en manifestant sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au VDP pour leur engagement sur le terrain, le CNJ annonce un déplacement sur le théâtre des opérations en accord avec le ministère en charge de la Défense. Au regard de la situation nationale jugée alarmante, le Conseil national de la jeunesse a aussi formulé des recommandations. Le CNJ lance un appel à la solidarité et au soutien des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au VDP. Exhorte le gouvernement à rencontrer les partenaires sociaux, les forces vives, afin d'une harmonisation de compréhension des objectifs et orientation de la transition. Interpelle le gouvernement à un encadrement du monde du transport, du commerce et de la prise de décision commune favorisant la stabilisation des prix et l'augmentation du pouvoir d'achat du citoyen lambda. Tout en apportant son soutien dans la lutte menée par les étudiants pour une amélioration de leurs conditions, le Conseil national de la jeunesse invite par ailleurs les populations à une contribution d'idées ou de solutions novatrices afin de faciliter les actions de stabilité et de restauration du territoire national. Toujours ce 14 mai à Ouagadougou, le président de l'ONG Urgence panafricaniste a animé un meeting à la Maison du Peuple. À son arrivée au Burkina Faso, il dit être venu mobiliser la jeunesse burkinabé à marquer leur désaccord vis-à-vis de l'impérialisme français. Il annonce de ce fait un rassemblement la semaine prochaine pour, dit-il, exprimer sa colère face à la politique française en Afrique générale. Kémy Seba au micro de Abdourahim Nigné. Attendu pour 14h, c'est finalement à 16h que le leader de la lutte anti-impérialisme français a fait son entrée à la Maison du Peuple de Ouagadougou pour son meeting. Acclamé par des militants des organisations de la société civile, Kémy Seba n'est pas du tout satisfait de la mobilisation. Elle n'est pas à la hauteur de ses attentes, mais cela n'empêche pas de passer le message. Kémy Seba demande à la population burkinabé de se mobiliser et d'exprimer son désaccord face à la domination française, l'impérialisme et le pillage des ressources. Nous ne pouvons pas comprendre que nous ayons les sols les plus riches, mais que nous ayons les populations les plus pauvres. Et donc notre amour du continent africain fait que malgré les obstacles, malgré les bravades, malgré les humiliations, malgré les persécutions, nous tenons toujours debout, c'est notre responsabilité. Vous savez, même pour venir aujourd'hui, mon vol a été annulé à 2 reprises, je n'ai jamais vu ça en même pas 24 heures. Ce sont des stratégies du néocolonialisme, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais ils vont avoir du fil à retordre avec nous, parce que je vous le dis, face à un obstacle que l'on dresse, eh bien nous on a l'habitude de l'enjamber. Et donc nous allons prolonger notre séjour ici pour faire entendre la voix organisée, pas désorganisée ou démobilisée, la voix de la jeunesse du Faso. Même si dans la salle, les militants n'ont cessé de brandir le drapeau de la Russie, Kémy Seba estime qu'il faut d'abord compter sur ses propres forces. Il estime par ailleurs qu'en termes de coopération militaire, les pays comme la Russie doivent être privilégiés. Poutine est quelqu'un que je respecte profondément, mais qui ne sera jamais le Messie des Africains. Le Messie des Africains, c'est l'Afrique elle-même. C'est très important de le dire. Mais nous avons besoin de partenariats, nous avons besoin d'alliés. Dans la période actuelle, des pays comme la Russie, comme d'autres, comme Cuba, comme la Chine, comme la Turquie, sont des pays sur lesquels il faut tendre l'oreille. Je pense que c'est important. Mais les premiers qui doivent faire le travail de souveraineté, c'est nous-mêmes. Je ne fais pas d'attaque à coup des Russes parce que je sais très bien qu'il n'y a personne d'autre que les Africains qui pourront se sauver. Mais je dis avec précision que quand j'observe la carte mondiale sur le terrain géostratégique, les Russes ont fait plus de bien aux questions de souveraineté que de mal comme l'oligarchie occidentale. Voilà.
Malgré l'interdiction de certaines manifestations annoncées par le président du Faso, Kémi Séba demeure confiant. Pour lui, son meeting du 21 mai prochain ne vise pas à déstabiliser le Burkina Faso. De ce fait, doit être autorisé par les autorités de la transition. Notons que ce meeting a été marqué par un incident, notamment l'expulsion de la correspondante de TV5 Monde. Kémi Séba justifie son acte par le fait que les médias français n'ont cessé de le diaboliser et de le caricaturer selon ses propres mots. Le président du parti politique Les Transformateurs, Succès Masra, a organisé une rencontre avec la diaspora tchadienne, toujours ce samedi 14 mai 2022 à Ouagadougou. Une rencontre qui avait pour but d'échanger avec la communauté tchadienne résidant au Burkina Faso sur l'état de la transition au Tchad et également faire le point sur les grands problèmes qui minent le continent africain. Alexis Benemnaba et Jitog Gislin pour le compte-rendu. C'est une chanson improvisée ici à cette rencontre d'échange de la diaspora tchadienne avec Dr Succès Masra, le président du parti Les Transformateurs, en l'honneur du feu président Thomas Sankara. Surnommé le Tché africain, l'homme aurait insufflé le courage de la liberté à travers sa révolution. L'homme aurait également inspiré Dr Succès Masra, qui, du haut de cette tribune depuis Ouagadougou, dépeint le mal dont souffrent toujours les pays africains, tout en lançant un appel à la jeunesse, au leadership. Le problème, c'est le manque des leaders serviteurs. Vous m'entendez? C'est le manque des dirigeants serviteurs. Et si vous n'avez pas de dirigeants serviteurs, et si on est dirigeant serviteur, la monnaie va servir le peuple. L'éducation va servir le peuple. Les écoles vont servir le peuple. Les hôpitaux vont servir le peuple, les infrastructures vont servir le peuple. Il n'y a même pas de débat à avoir. L'armée va servir le peuple. Battons-nous pour installer les dirigeants serviteurs dans nos pays et nous aurons la réponse à tous nos problèmes. La question du choix de partenariat des pays africains pour les relations internationales est également évoquée. À ce sujet, Dr Masra invite la jeunesse africaine à hisser haut les couleurs des différents pays à travers les idéaux de feu Thomas Sankara. Merci l'Afrique doit être fidèle à des grands hommes comme Thomas Sankara, c'est aussi dans sa capacité à s'élever dans les hauteurs, à ne pas créer des amalgames. Parce que moi, Tchadien, je n'accepterai jamais que le drapeau du Tchad soit brûlé. Je vous dis, élevez le drapeau du Tchad. Ne rabaissez pas les drapeaux de notre peuple. Pour élever le drapeau de son pays, on n'a pas besoin de rabaisser le drapeau de notre peuple. Si nous, qui voulons être considérés comme parmi les milliers de Sankara, nous nous trompions et que nous remplacions le drapeau d'un pays par un autre pays, nous n'avons rien compris. Ne remplacez pas le drapeau de la France par le drapeau de la Russie. Élevez le drapeau du Tchad, du Burkina, du Mali, du Rwanda, du Nigeria, de l'Éthiopie. Vous n'avez pas besoin de les remplacer par les drapeaux d'autres pays. Mais un pic est lancé aux dirigeants français. Ces cris ne sont pas des sentiments anti-français, c'est des sentiments pro-leadership serviteur et pro-Afrique. Si les dirigeants français qui n'incarnent pas le peuple français, il faut bien faire la différence. Si les dirigeants français continuent à sacrifier les valeurs de la France pour des intérêts de court terme immédiats, ils finiront par sortir définitivement du cœur des Africains. Liberté, égalité, fraternité, opportunité, solidarité, ce ne sont pas des valeurs françaises, ce sont des valeurs universelles, des valeurs humaines. Je peux d'autant le dire que moi-même je suis petit-fils de Toumaï qui est berceau de l'humanité. Ce sont des valeurs humaines. Pour le président du parti Les Transformateurs, l'heure est venue pour la France de ne plus regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes du XXe siècle. Il invite donc la jeunesse à travailler pour défendre leurs intérêts face à l'impérialisme. Et pour y arriver, dit-il, cette jeunesse doit aussi avoir la haine de l'injustice et la transformer par un engagement afin de tracer le chemin du développement.
Ils sont souvent les premiers et les seuls vers qui le patient se tourne pour les soins de santé primaires. Ce sont les infirmiers et les infirmières. Ils étaient à l'honneur ce 12 mai à travers la journée internationale qui leur était dédiée. Une journée célébrée en différé ce samedi 14 mai dans la commune rurale de Samba, ici même à Ouagadougou. Cette célébration de la journée internationale de l'infirmière a été une opportunité de réflexion pour l'ensemble des acteurs du système de la santé sur les conditions de travail des professionnels infirmiers. Sarah Kaboré avec la voix de Adem Khaled Ouedraogo. C'est ici, dans la commune rurale de Samba, que le Burkina Faso célèbre en différé la journée internationale de l'infirmier et de l'infirmière. En première ligne de la prévention des maladies et des soins primaires, ces professionnels de santé sont parfois confrontés à d'énormes difficultés. Des difficultés qui entravent l'exercice de leurs fonctions et qui pourraient même compromettre l'avenir des infirmiers et des infirmières. C'est pourquoi ces professionnels de santé mettent à profit cette journée pour faire un plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est bien vrai que nous avons la joie d'offrir nos services, mais sur le terrain nous rencontrons des difficultés, notamment la disponibilité du matériel et l'exigu des infrastructures, pas mal de difficultés, sinon même en matière de communication avec les patients, tout ça. Et actuellement, le nombre est insuffisant, mais nous voyons que non, ils ont arrêté les recrutements de nos petits frères, de nos petites sœurs, ils ont fini. Donc vraiment, nous demandons au gouvernement s'il peut faire beaucoup de choses pour nous. Ça va nous aider notamment la gestion des carrières et surtout se pencher vraiment sur les problèmes que nous vivons dans les hôpitaux. Nous manquons de beaucoup de choses dans nos hôpitaux. Pas seulement sur le matériel, mais les différentes qualifications et même l'accessibilité. Nos infrastructures sont très limitées et nous n'arrivons pas à offrir tout ce que nous pouvons à notre population. Alors que nous voulons vraiment être comme Florence Nightingale, être là tout le temps avec notre lampe au vu de la population. Oui, ils veulent être comme Florence Nightingale, la première infirmière considérée comme la pionnière des soins infirmiers. Son combat pour des soins de qualité lui a valu cette reconnaissance, d'où le choix de sa date de naissance pour célébrer la journée internationale de l'infirmier et de l'infirmière. Le ministère en charge de la santé rassure de son engagement à accompagner ses professionnels de santé à la recherche de solutions efficaces et efficientes. Comme l'a si bien dit les recommandations issues donc de la 74e Assemblée mondiale de la santé, le ministère de la Santé va continuer à renforcer les compétences des agents de santé à travers la formation. Le ministère de la Santé va continuer également à renforcer tout l'équipement dont a besoin les agents de santé. Le ministère de la Santé fera en sorte que les agents de santé soient en tout cas des leaders auprès de leur communauté parce qu'ils ont besoin de respect, ils ont besoin d'être protégés. Et pour cela, il faut les accompagner dans l'accomplissement de la tâche. Par ailleurs, Dr Narcisse Naré invite ses professionnels de santé à plus d'ambition et d'ardeur au travail. La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale, c'est le thème retenu pour cette année. Je vous le disais, on titre l'unité de formation et de recherche de l'université Joseph Kizerbo dispose d'un laboratoire d'anatomie à l'image des universités d'enseignement moderne. Sa spécificité, ou devrait-on le dire, son seul défaut est l'absence de cadavres humains pour la dissection par les étudiants, toute chose qui pourtant s'avère importante pour la formation de ces médecins. À cela s'ajoutent des problèmes de relais énergétique liés à l'absence d'un groupe électrogène ou d'une source d'alimentation solaire afin de pallier à ce problème en cas d'électricité. Notre reporter Serge Kaboré nous plonge dans l'univers de ce laboratoire d'anatomie avec ses différentes compositions. Suivons ce reportage. Nous sommes au laboratoire d'anatomie de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Joseph Kizerbo. Ce laboratoire est constitué, selon le docteur Julien Savadgo, qui est enseignant dans cette université, d'une salle pour la dissection des cadavres, une chambre froide pour la conservation, une salle de traitement pour le traitement des cadavres, encore appelée salle de formol, des salles de conservation d'embryons humains et de produits chimiques ainsi qu'une salle d'enseignement. Cependant, ce laboratoire d'anatomie est confronté à un manque de cadavres humains pour faciliter la formation des étudiants en médecine, selon les explications de ce spécialiste de la chirurgie. Depuis son ouverture jusqu'à présent, nous n'avons pas
de cadavres humains et les étudiants dans cette UFR sont formés sans ces cadavres humains et disons de façon plus précise sans la dissection de corps. C'est une difficulté majeure qui peut être vaincue parce que les cadavres humains existent. S'ils ne sont pas réclamés par la famille, s'ils ne sont pas réclamés par une tierce personne, il existe une ordonnance qui a été signée depuis l'année 1984 par le président du Burkina de l'époque, le capitaine Thomas Sankara, autorisant l'acheminement de ces corps au laboratoire d'anatomie pour des travaux scientifiques. Un manque crucial pour ce laboratoire d'anatomie dont la formation n'est que théorique selon les étudiants. Il faut dire que c'est assez compliqué de travailler sans véritable matière pour apprendre véritablement ce que nous allons affronter à l'issue de notre formation. Déjà, s'il y avait la possibilité d'avoir des ossements humains véritables, ça va nous permettre de mieux connaître la structure du corps humain. Pour ce qui est du volet pratique, nous avons eu beaucoup de difficultés à appréhender ce module-là du fait de l'absence d'ossements humains et de matière physique à palper, à observer, et afin de comparer, afin de faire un comparatif avec les modules théoriques que nous avons eu à apprendre en faculté. À cette difficulté de disponibilité s'ajoute le problème d'énergie lié au manque de relais énergétiques en période de coupure d'électricité. Se pose aussi la difficulté d'acheminement des cadavres vers le laboratoire d'anatomie et surtout celui de l'usage qui en sera fait après la dissection. Quand nous avons une chambre froide qui peut contenir 4 cadavres, quand on aura fini de disséquer les 4 cadavres, il faut assurer une évacuation de ces cadavres-là. Et cette évacuation-là passe par l'obtention, disons, de portions de terre pour pouvoir enterrer ces restes cadavériques-là ou alors ces corps entiers qu'il faudrait aller inhumer avec toute la dignité de la personne humaine, avec tout le respect que requiert le don de corps, et c'est à cela que nous devons arriver. Au-delà de son impact sur l'instruction pour les étudiants, l'inexistence du don d'organes au pays des hommes intègres entrave la trouvaille de solutions face à une certaine maladie, à l'image de l'insuffisance rénale. Pour cette pathologie, la seule alternative au stade terminal se révèle être la greffe de rein, mais qui n'est pas faisable au Burkina Faso en raison de l'absence d'une culture de don d'organes. La dialyse n'est qu'une procédure thérapeutique d'attente. Il faut qu'on aille à la greffe. C'est urgent parce que beaucoup de patients attendent cette greffe de rein, beaucoup de patients attendent une greffe de cœur, beaucoup de patients attendent une greffe d'un autre organe et beaucoup en main. Et la greffe n'est pas réalisable, elle n'est toujours pas réalisée au Burkina Faso. Bien vrai qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont allés à l'extérieur et qui sont revenus avec des organes transplantés. Après avoir soutenu une thèse sur les connaissances, aptitudes et pratiques du don de matériel biologique au Burkina Faso, cas spécifique des corps, des organes du placenta, des tissus et cellules souches dans la ville de Ouagadougou, le docteur Linéa Ouedraogo formule des recommandations à l'endroit des pouvoirs législatifs et exécutifs. La seule option qui est autorisée au Burkina Faso, c'est l'enterrement. Donc nous demandons à ce qu'ils revoient la loi pour autoriser aussi le don de corps au laboratoire d'anatomie, pour permettre à ceux qui veulent donner leur corps, qu'ils soient libres de pouvoir donner leur corps, que ça fasse partie des options funéraires. Nous avons demandé aussi au pouvoir législatif de faire des lois pour encadrer le don de corps, une législation pour définir la modalité des dons de corps pour que ça respecte toujours non seulement la dignité humaine et que ce soit bien encadré pour éviter les dérives. Nous avons demandé aussi à ce qu'ils revoient aussi la législation, une législation pour encadrer le don de placenta. Notons que le laboratoire d'anatomie de l'université Joseph Kizerbo remplit l'ensemble des exigences requises pour une université moderne. Son handicap majeur demeure l'absence de cadavres humains pour la dissection au profit des milliers d'étudiants en médecine qui composent cette unité de recherche et de formation. L'un de ses besoins principaux à l'étape actuelle est la disponibilité d'un groupe électrogène
africaine pour pallier aux problèmes de relais énergétique. En décembre 2021, l'Assemblée nationale a mis en place un texte de loi qui autorise le don d'organes au Burkina Faso. Reste désormais l'application de cette loi qui pourrait permettre de commencer la greffe ou la transplantation d'organes au pays des hommes intègres. Et puis avant de clore ce journal, le sélectionneur des étalons Hubert Velud est arrivé ce samedi 14 mai au Burkina Faso. Et à son arrivée, il a été accueilli par Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Et comme annoncé, il procédera au jour à venir à la signature de son contrat, faisant de lui officiellement le sélectionneur national des étalons. Assami Touré nous en dit plus. C'est aux environs de 19h35 heure locale que l'avion de la compagnie Air France transportant le sélectionneur des étalons, Hubert Velud, atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Quelques instants plus tard, Velud arrive au salon d'honneur VIP, vêtu d'un pull vert et d'un jean bleu. Il dit mettre le pied au Burkina Faso pour la deuxième fois. Deuxième fois. Ouais. Ah, ça fait du bien retrouver la vraie chaleur africaine, ça fait du bien. D'accord. Ouais. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. La chaleur humaine aussi. D'accord. Accueilli par le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, le technicien français prend place accompagné de son agent. Après quelques échanges sur les conditions de voyage, le trajet et la vie de la Fédération burkinabé de football, histoire de s'imprégner de l'atmosphère qui y règne, Hubert Velud attend sagement de remplir les formalités avant de quitter l'aéroport. Cela fait, c'est à 20h45 que l'homme aux cheveux blancs franchit la porte pour aller à son hôtel. Il y séjournera en attendant de signer son contrat. Dans les jours à venir, la Fédération burkinabé de football procédera donc à sa présentation pour lui permettre de dévoiler sa liste des joueurs sélectionnés pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue se jouer dans 2 semaines. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi. C'est plutôt trouver le courage d'affronter l'incertain plutôt que de le fuir. C'est trouver dans le doute la force de se lancer. Charles Pépin. Voilà qui met fin à ce journal à 2 l'après-midi. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations.